succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est un peu ce que j'ai l'impression de faire. Mais l'important, c'est d'augmenter son niveau de jeu, c'est pas de se reposer sur l'échec. Il fallait diminuer énormément la masse salariale et j'avais le choix entre faire partir toute mon équipe ou partir moi et faire en sorte que l'équipe puisse rester. J'ai préféré cette deuxième solution et comme j'avais bien fait mon travail, j'étais plus indispensable et donc j'ai pu partir sereinement. Mon autre surnom c'est Pirate parce que j'aime bien mettre des process en place, mais j'aime bien dans 5% des cas ne pas les suivre. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Karim Kassamchenaï, qui est leader d'un collectif qui s'appelle Overskill et ex-CTO de plusieurs entreprises qu'il a cofondées, notamment Idoo et Gridkey. Merci Karim d'avoir accepté l'invitation et d'être ici, parmi nous. Merci à toi. Tu sais quoi, on va commencer par, pour ceux qui ont écouté l'épisode feedback, ils savent à peu près par quoi on va commencer. On va commencer par la thématique de l'autovirage et du fait que aujourd'hui tu es dans une phase de ta vie où tous les champs des possibles sont ouverts, tu es en phase de recherche de ton nouveau projet, de ton futur professionnel. Et intéressant d'en parler, intéressé de savoir comment tu l'abordes, comment tu le vis, et peut-être juste avant comment ça s'est passé cette période d'autovirage entre guillemets et puis la période que tu vis actuellement. Carrément, je commence chez Gridkey fin 2019 avec Mathieu qui me recrute, avec qui j'avais travaillé dans ma période freelance une dizaine d'années auparavant. Un super projet, une plateforme SaaS pour les conseillers en gestion de patrimoine, notamment autour de l'immobilier et plus particulièrement de l'immobilier neuf. Un très bon projet, une très bonne équipe, avec Tristan aussi, un autre associé. On fait 2 levées de fonds, une levée de fonds de 2 millions en 2020 et 4 millions en 2022. Et sur les 4 ans, je n'ai pas réussi tout de suite à recruter tous les gens que j'aimais, mais il se trouve que par chance, j'ai recruté en 2022-2023 une équipe de folie qui s'est comme ça agrégée les uns autour des autres, une PM vraiment très très forte, des développeurs très forts. Alors, ça s'explique aussi parce que je voulais recruter des seniors sur la fin. C'est un truc que j'avais imposé notamment à Mathieu, de recruter que des seniors. Mais le fait que ce soit que des gens sympas, avec une bonne constitution, c'est un peu un hasard. Et je remercie vraiment le destin. Ça fait pas partie du filtre de base de se dire non, ok, en fait, il faut que les gens soient sympas au passage. Ouais, alors on avait quand même un bon filtre, ouais. Notamment avec un autre dev, Bastien, qui m'avait bien aidé à filtrer. Mais c'est des filtres aussi qu'on avait utilisés avant et qui n'avaient pas aussi bien marché. Et il se trouve là que ça a bien marché. Et on s'est retrouvé donc avec une très très bonne équipe, très capée, qui avait envie de faire des choses, avec vraiment un esprit Boy Scout, et à qui j'ai pu donner vraiment de plus en plus de liberté. Ça a fait un cercle virtueux. Et c'était vraiment sympathique sur les 2 dernières années, 2022-2023. Toi, ton rôle, c'était CTPO quoi, chez Gridkey. J'étais CTPO, donc je m'occupais de l'équipe produit. À un moment, il y avait 3 personnes au produit. Et on a été jusqu'à 25 en tout. Donc 12 devs et un platform engineer. Et il y avait aussi en Pologne 10 devs qui travaillaient sur la partie scrapping. D'accord, ok. Scrapping des données, puisqu'on a besoin d'avoir beaucoup de data. Et on allait chercher les données chez les promoteurs.
Pourquoi vous avez besoin de beaucoup de data? Si on rentre un peu sur la partie produit, du coup. Ouais, en fait, dans la plateforme SaaS, donc c'est une suite d'outils, mais c'est complet. On se veut complet. Et dans ce qu'on offre à nos clients, il y a tous les biens immobiliers qui sont sur le marché, notamment tous les biens immobiliers neufs. Et pour récupérer les biens immobiliers neufs, c'est moins structuré que dans l'ancien. Et donc, il faut aller scraper les sites des promoteurs. Alors, certains ont des flux, d'autres ont des API, très rares, mais il y a beaucoup de promoteurs qui donnent des accès au back-office et il faut aller chercher les informations à cet endroit-là, puisqu'ils n'ont pas d'API ni de flux. Ok. Voilà, c'est ce que faisait cette équipe en Pologne. D'aller scraper les données, quoi. Aller chercher les données. Ok. 2023, grosse crise de l'immobilier que tout le monde connaît. Et nous, notre stratégie, c'était plutôt de dépenser beaucoup pour faire monter le produit, pour ensuite refaire une levée de fonds ou revendre, se faire acheter. Qui est une démarche assez classique en fait, mais qui n'est pas très robuste quand il y a une crise, même qui n'est pas du tout robuste. Mais nous, notre idée, c'était qu'il n'y avait pas de crise dans l'immobilier. La dernière, c'était en 2008, et donc on ne prévoyait pas de crise. Donc là, manque de chance, on a dû vivre une crise. Ouais, et vous avez mangé la hausse des taux, quoi, tout simplement. C'est ça. Mais du coup, ça s'est La ressenti. guerre en Ukraine. Ça s'est ressenti tout de suite sur votre business? Ça s'est ressenti tout de suite. Ah ouais, dès que ça a pris un point, Oui, parce les promoteurs... que arrêt des transactions en fait. Et nous, notre modèle, c'est les abonnements, mais c'est aussi un pourcentage sur les transactions. D'accord, ok. Voilà. Donc, la réflexion, ça a été d'être rentable, de devenir rentable, d'être une boîte entre guillemets normale qui équilibre en fait les rentrées et les sorties. Parce que vous viviez classiquement sur des levées de fonds pour accélérer ce qui était la stratégie assumée. Il y a beaucoup d'autres boîtes. On regarde Mastéos qui ont fait pareil. Actuellement, toutes les startups, enfin beaucoup de startups scale-up qui vivent sur des levées de fonds, oui, effectivement, c'est un peu la vie. Ils visent à présenter des bilans qui se rapprochent du point de renta, quoi, effectivement, pour relever. Donc, on a pas mal réfléchi avec mes associés. Et fallait diminuer énormément la masse salariale. Et j'avais le choix entre faire partir toute mon équipe, que j'adore par ailleurs, ou partir moi et faire en sorte que l'équipe puisse rester un peu plus, par exemple à mi-temps. Certains sont partis, mais d'autres sont restés à mi-temps. Et donc, j'ai préféré cette deuxième solution. Et comme j'avais bien fait mon travail, j'étais pas indispensable. Donc c'est là où on rejoint la thématique où je pense que le CTO doit se rendre le moins indispensable possible, en automatisant, en déléguant, etc. J'étais plus indispensable et donc j'ai pu partir sereinement avec l'accord de tout le monde pour partir vers des nouvelles aventures ou pas. Parce qu'il y a des marques d'intérêt pour Gridkey et c'est tout à fait possible que je revienne dans un deuxième épisode. Ça fait partie du champ des possibles. Ça fait partie du champ des possibles parce que j'ai une très bonne entente. On va bientôt déjeuner, mais j'ai une très bonne entente avec Tristan et Mathieu, mes associés. Et tu restes associé? Je reste associé, ouais, j'ai gardé mes parts. Ok, je les aide de temps en temps quand il y a des questions. Ouais, s'il faut filer un coup... Enfin voilà, tant que tu es en recherche et qu'il faut filer un coup de main, tu es là, mais ok. C'est ça. C'est juste l'activité opérationnelle et rémunérée au titre opérationnel que je fais plus du tout. Ok. Et peut-être l'épisode 2 du coup. Et alors du coup, comment tu vis cette
Ça t'est déjà arrivé d'être dans une période de ta vie pro où, entre guillemets, t'as pas le projet suivant et le projet d'avant il est déjà fini? Ça m'est jamais arrivé. En fait, depuis que je suis au CP et même avant, euh, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que j'ai fait mon école. Depuis la maternelle, monsieur. Depuis la- J'ai fait mon école. J'ai trouvé tout de suite en 2000 ce qu'on appelait les SS2I, qu'on appelle les ESN maintenant, recrutés à tour de bras. Donc, il suffisait de passer dans la rue et on était recrutés. Donc j'ai pu faire Capgemini, je suis resté 1 an. J'ai pu faire Sopra. J'ai déménagé, je suis allé à Aix-en-Provence, j'ai fait Sopra. Mais vraiment sans aucune difficulté. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils prenaient des juniors. Alors j'avais quand même fait une école et j'avais fait des études supérieures, mais j'avais pas de formation technique. Et c'est eux qui m'ont formé, en fait. Et d'ailleurs, je les remercie beaucoup parce que ça m'a ouvert des portes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont un peu moins ce rôle de prendre des juniors, de les faire monter en compétences. J'en suis pas sûr, hein, j'ai pas de données certifiées, mais je fais beaucoup de LinkedIn en ce moment. Et on sait que les profils juniors ont beaucoup de mal à trouver. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se lancent en freelance, parce qu'ils ne trouvent pas. Du coup, ça doit pas être plus facile de se lancer en freelance junior que... Alors ça, je sais pas, mais peut-être qu'ils peuvent ajuster le prix, je sais pas. Effectivement, c'est aussi compliqué. Ça doit pas être plus facile. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai bénéficié de cette époque. Et ensuite, au bout d'un moment, je me suis un peu ennuyé, donc j'ai fait freelance. Tu veux dire que tu as bénéficié de cette époque, c'est un peu par hasard que tu es rentré que tu es tombé dans le chaudron? Non, un peu par hasard, oui. C'était peut-être un destin. En fait, quand j'ai été en école de commerce à l'EAP, qui ensuite a été fusionné avec le SCP, j'étais pas vraiment très intéressé par les matières, la finance, le marketing. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il fallait faire le trombinoscope de la promo. Et donc, j'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder avec Word. Et j'ai vu que ça n'allait pas être possible. Et j'ai commencé à m'intéresser aux bases de données. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à Visual Basic. Et j'ai fait le trombinoscope avec une base de données Access et un peu de Visual Basic. Mais ensuite, ça m'a donné ça m'a orienté. Ça a orienté tous mes stages. Donc j'ai fait des stages chez Sandoz et chez Bull, orienté tech. Et dans ma dernière année d'école, j'ai fait 2 logiciels. Donc j'étais déjà un indie maker, independent maker, et j'ai fait 2 logiciels, un pour DHL et un pour la Société Générale. Pour DHL, un gestionnaire d'emballage consigné qui a été utilisé pendant une vingtaine d'années. Et pour Société Générale, j'ai pas d'informations sur le destin sur le destin, mais c'était un logiciel pour fusion-acquisition qui permettait de rapprocher des entreprises acheteuses et vendeuses sur 3 critères: proximité géographique, chiffre d'affaires et secteur d'activité. Et c'était une base de données qui était alimentée tous les jours par l'ensemble du réseau Société Générale. Et donc, t'as fait ça en fait, ça m'a plu. C'est assez proche du Lego, donc c'est ludique en fait. Ça, c'était en Visual Basic et Access. Et après, voilà, j'ai tout fait là-dedans parce que c'était un monde que j'arrivais à maîtriser et assez loin de ce que j'avais fait dans mes études, mais qui me plaisait. Et en fait, comme ça me plaisait, j'arrivais à le faire. Et tu t'es dit, c'est plutôt ma voie, c'est plutôt vers là où j'ai envie d'aller, quoi. Je me suis dit, c'est plutôt marrant, en fait. On y reviendra peut-être, mais on a la chance de pas subir, en fait, le travail. Et donc, on est quand même là pour s'amuser. Et en fait, quand on s'amuse, on est meilleur. J'ai eu des périodes professionnelles où je m'amusais moins,
j'étais moins bon. Et donc actuellement, tu es moins en activité, mais est-ce que tu t'amuses moins? Est-ce que tu flippes plus? Est-ce que ça te fait flipper là? Donc c'est la première fois que je suis dans cette situation, parce que quand je suis passé donc de freelance, ensuite j'ai été appelé par un pote qui voulait monter une boîte. Et à chaque fois aussi, j'ai des périodes de recouvrement. Par exemple, quand j'ai lâché mon boulot chez Sopra, pendant 2 ans, en fait, j'ai pris un congé création d'entreprise. Donc j'avais 2 ans pour me planter, en fait, où je pouvais ensuite revenir dans l'entreprise. Je ne me suis pas planté, ça a marché, ça a pris. Et pareil, quand on a fait Edu avec Jean, pendant 3 ans, en fait, j'ai gardé mon activité de freelance et j'ai monté de plus en plus mon activité sur Edu jusqu'à, en 2014, être 100% sur cette activité. Et donc, bref, après Edu, quand on a arrêté, j'ai retrouvé une autre boîte. Quand cette boîte s'est arrêtée au bout d'1 an, j'ai eu Gretkey. Donc là, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Et j'étais un peu stressé au début. Ça fait un grand vide. Ça fait un grand vide. Je suis allé voir ma psy pour être sûr, de prendre en fait le problème par le bon bout et de voilà. On a convenu que en fait c'était pas un problème. Que quoi n'était pas un problème? Que c'était pas un problème d'avoir une période en fait pas de repos mais de respiration et de faire un peu autre chose qu'avoir en permanence la tête dans le guidon. Et du coup, ça me permet d'être plus actif sur LinkedIn, de voir plein de choses que je ne connaissais pas, et puis aussi d'ouvrir un peu l'univers des possibles avec ce collectif que j'ai monté, éventuellement donc avec du Indie Maker. On est en train de réfléchir à des logiciels qu'on voudrait sortir. Éventuellement, on voudrait faire du freelance aussi en collectif. Donc il y a des plateformes. Ce qui est bien aussi, c'est que maintenant il y a des plateformes pour tout. Donc il y a des plateformes, il y a CoCTO, plateforme pour faire de CTO en temps partagé. Il y a Collective Work, une plateforme pour les collectifs. Ça fait quoi Collective Work? Collective Work, c'est une plateforme où des collectifs s'inscrivent et qui mettent en relation en fait des boîtes qui ont besoin de développement et des collectifs. D'accord, ok. Et je découvre un peu tout ça et en fait c'est hyper réjouissant. Et voilà. Et tu fais un peu, t'en profites pour faire également de la veille Alors j'en profite pour refaire du hands-on. Ouais. Donc là j'étais très intéressé par le no-code. Parce qu'on parle beaucoup du no-code en ce moment, mais je n'avais jamais regardé. Donc avec un membre du collectif, Antoine, on a passé une journée sur Bubble et on a fait un produit, un outil de gestion de tickets avec Bubble, juste pour voir comment ça marchait. Et on n'a pas trouvé ça top. Mais on a d'autres outils no-code, parce qu'en fait, il faut quand même savoir de quoi on parle quand on parle du no-code. Donc on a d'autres outils à investiguer. Et puis après, il y a plein de technos, moi, que je ne connais pas, j'ai envie d'investiguer. Et là, c'est vraiment la période parfaite pour le faire, parce qu'on peut faire des nouveaux produits avec des nouvelles technos. J'adore faire ça. Et du coup, ça te donnera envie de... Ouais, là, aujourd'hui, tu as statué sur ce que tu vas essayer de retrouver, rechercher, refonder une boîte, aller dans une grosse boîte, repartir dans une petite, faire du CTO, repartir dans un rôle éventuellement plus hands-on, où aujourd'hui tu respires et tu te cherches vraiment? Alors j'ai bien aimé mes expériences quand même startup, scale-up en tant que CTO. Ensuite, j'ai une appétence au risque qui est quand même limitée. Ah ouais? Ouais. Quand tu... C'est vrai, c'est bizarre, c'est un peu contradictoire. Ouais, mais tout le monde dira, ne t'analysera pas comme ça, je pense. Cofondateur. Ouais.
de boîtes. Mais par exemple, dans les 2 boîtes que j'ai cofondées, j'étais CDI assez rapidement. Et j'aime bien quand même ne pas m'inquiéter vraiment du lendemain. Je trouve que le statut de freelance, même si je l'accepte, je le trouve un peu plus précaire que le CDI. Mais vraiment, c'est un ressenti personnel, peut-être par rapport à une situation donnée, mais ça peut changer. Il n'empêche que j'essaie de couvrir d'autres... en fait, j'essaie de me prémunir contre le fait que je ne trouve pas de poste de CTO. Et donc, ce collectif nous apporte vachement de choses parce que ça nous permet déjà de faire du freelance, même si on n'a pas commencé à en faire. Mais ça nous permet aussi de voir est-ce qu'on peut travailler sur des logiciels qu'on fabriquerait nous, les vendre. Donc il y a plein. D'ailleurs, dans l'équipe, il y a un designer qui est très avancé là-dedans, qui a des produits qui génèrent du profit. Donc et c'est pas comme il le dit, c'est pas le meilleur développeur, c'est pas le meilleur marketeur, et pourtant il arrive à faire des choses. Donc ce qui m'intéresse là, c'est vraiment d'essayer un maximum de choses. Et dans différentes strates de l'activité, et c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai quand même du temps je me donne 1 an pour le faire. Donc j'ai quand même du temps pour investiguer différentes possibilités. Tu penses que tu iras jusqu'au bout des 1 an pour investiguer, ou tu seras plutôt en mode si tu retrouves un nouveau projet et que c'est coup de cœur, tu y vas quoi? Ah ouais, si je trouve un projet coup de cœur, j'y vais. Ok, et a priori, ça sera pas dans une grande boîte quoi. Ça sera plutôt petite boîte ou start-up. Je sais pas, les grandes boîtes, donc j'en ai fait, j'ai fait Capgemini et Sopra, mais ça fait longtemps. Et je sais pas comment ils se sont adaptés aux nouvelles générations, à l'envie des nouvelles générations d'être très indépendants, d'être en télétravail. Je me pose la question, est-ce qu'ils arrivent à se renouveler? Est-ce qu'ils arrivent à s'adapter à cette nouvelle donne? Et j'ai hâte de parler avec eux en fait là-dessus, sur ces sujets. Avec avec des grosses boîtes, ouais. Avec des grosses boîtes. Du coup, sur le télétravail, tu parles de full remote ou tu parles de télétravail hybride? Alors, je parle pas forcément de full remote parce que y a des développeurs, et j'en ai connu, qui ne veulent pas du full remote. Moi, je parle plus du fait de se mettre en fait au service et d'être concrètement une boîte qui travaille pour les salariés ou pour les développeurs en fait, plus spécialement. Parce que moi, quand je dis développeur, c'est plus l'équipe tech en fait. J'ai inclus aussi l'équipe produit. Et je pense que quand on donne beaucoup de liberté aux équipes tech, en fait, on récolte 10 fois ou 100 fois en fait, ce qu'on a donné. Mais ça, il faut le faire concrètement. C'est-à-dire il y a un moment, il faut prendre le risque, donner beaucoup de liberté. Alors, il y a des développeurs qui veulent être en full remote. Moi, je vois pas pourquoi ils ne seraient pas en full remote. Moi, j'ai expérimenté chez Gridkey. Ça marche très bien. Il y a une organisation à mettre en place, mais ça marche très bien. Il y en a certains qui ne veulent pas être en full remote. On ne peut pas leur imposer le full remote. Donc, il faut qu'ils puissent venir au bureau 100%, 60%, comme ils veulent. L'idée... Chez Gridkey, tu avais une orga où, grosso modo, chacun faisait ce qu'il voulait, en fait. Alors, chez Gridkey, on a démarré Gridkey fin 2019. Et juste après, on a eu le Covid. Ouais. Ça te change un ADN de boîte. Ouais, exactement. On se l'est pris dans les dents. C'était assez violent. Mais ça nous a permis d'organiser la boîte en full remote. Alors, ce que ça nous a permis, c'est de recruter des gens à l'international. Donc, plutôt que de se concentrer sur un bassin parisien, on a pu recruter toute France, voire monde entier. Et sur les profils, c'est une énorme liberté en fait. Donc, en faisant après, un petit effort... Après, ça met des contraintes, ça peut mettre des contraintes de time zone,
de En fait, nous, langue, de doc. Alors, il y a ces contraintes. En fait, nous, on a vu que des avantages parce que on a des gens qui travaillent à partir de 5 heures du matin parce qu'ils sont sur une autre time zone. Et donc, quand il y a des problèmes qu'on n'a pas vus pendant la nuit, ils peuvent les résoudre tôt le matin. Et pareil pour tard les soirs. En fait, ça étend effectivement l'étendue horaire de travail, mais ça a aussi des avantages. Il y a toujours une période de recoupement où on peut parler, on fait un délit, on le fait pendant cette période de recoupement. Ça nous a donné énormément de liberté en fait. Cette contrainte en fait du Covid en fait nous a ensuite donné beaucoup de liberté. Et j'ai hâte de voir si les grosses boîtes sont prêtes à jouer le jeu. Et d'une flexibilité adaptée aux envies de chacun. D'une flexibilité adaptée aux envies de chacun et adaptée aux nouvelles générations qui sont vraiment demandeurs de ça en fait. Ils sont un peu moins soumis que nous on l'était. Et moi, le comparatif que je fais, c'est que l'équipe tech, je mets toujours aussi l'équipe produit dedans, ce sont des auteurs et des autrices. Donc ils écrivent du code de la même manière qu'en littérature, et ça ne viendrait pas à l'idée d'un éditeur d'imposer un mode hybride ou un full télétravail ou un full remote à ses auteurs. Ils peuvent mettre la pression, ça c'est sûr. Ils peuvent être exigeants. Mais sur la manière de travailler, non. Je pense qu'on est passé à une autre époque et il faut s'adapter. Ok, donc toi tu vois le futur du travail comme des organisations où il y aura flexibilité c'est donnée les techs qui choisissent chacun. en fait. Ok. C'est pas le responsable qui choisit. C'est les techs qui s'auto-organisent. D'ailleurs, c'est une des lignes, je crois, de Agile, que l'organisation se fait de manière autonome. Et alors, du coup, est-ce que ça crée pas des équipes à deux vitesses ou des liens à deux vitesses? C'est-à-dire entre ceux qui viennent au bureau et qui partagent les informations informelles, qui font la vie d'une boîte aussi, hein, tu vois, à la machine à café, tout ça, entre ceux qui viennent et ceux qui sont pas là. C'est possible. J'ai pas rencontré de problème parce qu'on était tous en full remote. Ah, bah Pendant voilà. un moment, j'en ai eu un juste après le Covid. Ah ok, donc toi l'orga c'était tout le monde full remote. Full remote. C'est le hasard qui fait que tout le monde voulait être en remote. J'avais un développeur, on n'avait pas encore repris des bureaux chez GridKey. J'avais un développeur qui voulait avoir du contact humain, proche. Et donc il venait chez moi dans mon appartement une fois par semaine. on allait courir entre midi et 2. Et c'était très sympa. Et moi j'étais content de faire ça pour lui. Mais ça reste dans mon optique de on s'auto-organise et on se met vraiment au service des techs. Ok. Toi, du coup, tu as fondé deux boîtes, deux grandes aventures, quoi. Edu et GridKey. D'ailleurs, Edu, ça faisait quoi? Alors, Edu, c'était une plateforme SaaS. Du SaaS aussi. Ouais, du GC, User Generated Content. On a pivoté un peu comme une toupie chez Edu. Je te fais l'historique rapide. Ouais. C'est assez marrant, on a commencé par les coiffeurs. Donc, on voulait que les coiffeurs, plutôt que de proposer des catalogues de stars, voilà, on voulait qu'ils aient des catalogues des têtes de leurs clients. Et qu'ils puissent aussi faire l'historique avec leurs clients à chaque fois que les clients venaient pour voir ce qui leur plaisait. Donc notre idée, c'était de les équiper d'un équipement d'un appareil photo et d'une tablette qui communiquait sans fil pour pouvoir prendre la photo, la montrer aux clients tout de suite et se construire une base de données de têtes de leurs clients. Ça n'a pas du tout marché. On a eu peut-être une dizaine de clients. Par contre, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Par contre, l'événementiel a adoré ce concept
parce que souvent dans les événements, il y a un photographe, mais en fait, tu vois jamais les photos. Et en plus, nous, on avait un double avantage, c'est que donc les gens voyaient les photos sur la tablette et on leur envoyait directement. Donc ils le recevaient par mail et ils pouvaient le partager sur les réseaux sociaux. Et donc pour des événements qui voulaient résonner en fait sur les réseaux sociaux, c'était idéal parce que les participants à l'événement partageaient eux-mêmes les photos qui avaient été prises par un professionnel. Ils prenaient aussi des photos eux-mêmes, mais là on avait une photo professionnelle. Ils étaient invités à partager. Et le troisième avantage, c'est que comme on n'envoyait pas la photo en pièce jointe, mais on envoyait un lien, on récupérait ensuite tout le tracking que la marque qui organisait l'événement pouvait réutiliser pour voir qui avait partagé, le taux de clic, ce genre de choses. Donc ça cartonne. Ça a très bien marché. On a fait des événements de plus en plus gros, avec des infrastructures de plus en plus grandes, jusqu'à arriver à des structures de 30 mètres carrés, avec, je me souviens plus, mais 72 appareils photo connectés, qui prenaient tous une photo en même temps. Et ensuite, on faisait un montage à la Matrix, où on pouvait faire une animation qui tournait en fait autour de la personne, un peu comme dans Matrix. Et ça marchait très bien jusqu'aux attentats de Paris en novembre 2015. Ouais. 2015. Tu parles du Bataclan. Ouais. C'est ça. Ouais. Qui a arrêté énormément d'événements. Et nous, comme on était quand même sur des fins de budget, notre activité événementielle s'est complètement arrêtée du jour au lendemain. Alors, il me semble qu'on avait un peu anticipé de vouloir de ne pas être complètement dépendant de l'événementiel. On avait commencé l'UGC. Et l'UGC, l'idée, c'était de récupérer les contenus générés par les utilisateurs sur Instagram avec des hashtag Adidas, et construire une base de données d'images pour la marque, un petit module de levée de droit qui, dans les commentaires, permettait de dire bonjour, super votre photo, on aimerait bien l'utiliser sur notre catalogue. Est-ce que vous nous autorisez à l'utiliser? Catalogue en ligne ou catalogue papier. Et ensuite, la personne, en général, disait oui, parce qu'elle était assez flattée que sa photo puisse être utilisée. Et ça constituait un catalogue libre de droit pour la marque. D'ailleurs, c'est une solution qui existe toujours, qui s'appelle maintenant Collegram. Et je suis allé les voir justement dans ma période de liberté. Je suis allé les voir et c'est un des produits qu'ils font, qui marche pas trop mal. Je ne crois pas que ça cartonne, mais ça permet de générer un revenu intéressant. Ok, et alors donc du coup, donc ça s'est arrêté à cause d'un événement. Alors la partie événementielle s'est arrêtée à cause des attentats. L'activité UGC s'est arrêtée pas d'un coup, mais s'est arrêtée petit à petit suite au scandale Cambridge Analytica. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on peut faire un refresh. On peut faire un refresh. En fait, en 2016, il me semble, il y a eu des gros scandales parce que Facebook partageait trop de données de ses utilisateurs, et Facebook et Instagram. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est parce qu'il y avait beaucoup de boîtes comme nous qui utilisaient les API de Facebook et d'Instagram pour récupérer de la donnée pour faire des produits. En fait, il y avait tout un écosystème qui vivait grâce à ça. Mais ça a généré des scandales. Il y a des chercheurs qui ont démontré que ça attaquait la vie privée. Et donc, Facebook et Instagram ont décidé, d'une part, de diminuer le nombre d'API qui étaient disponibles. Donc, il y a plein d'API qui ont disparu petit à petit. Et aussi de réduire de 1 à 10 la taille des tuyaux. Donc, là où tu pouvais taper... tu pouvais faire 200 requêtes toutes les secondes, tu pouvais en faire plus que 20. Ça changeait complètement en fait ce qu'on pouvait faire en fait.
Parce que nous, on allait chercher des hashtags populaires. Donc ça vous a tué, quoi. Ouais, ça nous a pas tués parce qu'on a... Ça nous a fortement blessés. Fait pivoter. Et puis on était un peu épuisés en fait. Et donc la boîte a été revendue et elle a ensuite été reprise par Collegram, donc qui en a fait un nouveau produit qui marche pas trop mal. On peut dire bien. On peut dire bien parce que c'est un de leurs deux produits principaux. Ouais. Ok. Bah, donc du coup, tu montes deux boîtes sur des belles tranches de vie, qui scale, qui sont au point de renta, qui sont pleines de succès, et puis des événements exogènes blessent un peu le truc là pour Gridkey. C'est la remontée des taux, guerre en Ukraine et l'immobilier qui trinque. Est-ce que tu peux nous... Enfin voilà, est-ce que pour toi, si on fait une petite synthèse, un petit Rex, carrière sur la thématique succès, Gadin? Succès Gadin, le succès, j'en ai eu beaucoup parce que j'ai vendu déjà des sorties d'école de produits. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans des ESN. Ensuite, j'ai pris le risque de devenir freelance. J'ai été freelance quand même pendant 6 ans. C'est un gros succès. Edu a été rentable pendant 6 ans aussi, 6-7 ans, avec des chiffres d'affaires de 1,3 million. Ça, on était très contents, gros succès. Gridkey, 2 levées de fonds, 2 millions et 4 millions. Et d'où vous aviez levé ou vous aviez construit? On avait levé 300 000 euros, donc rien. Oh, ok, ouais. Et puis on avait fait un peu de BPI. Voilà. Ok, donc vous aviez construit un modèle rentable à partir de, à partir de entre guillemets peu, quoi, par rapport à d'autres époques. Ouais. Ouais, et puis on a survécu à des obstacles. Et pareil, chez Gridkey, en fait, la boîte marche toujours. C'est-à-dire que c'est aussi un succès même s'il y a un obstacle et même si on doit faire des sacrifices, de continuer à faire tourner la boîte. Et donc, ces levées de fonds et le fait que la boîte, même si je ne suis plus dedans opérationnellement, le fait que la boîte continue, c'est aussi un succès. C'est un succès, ouais. Tu mets les levées de fonds Gridkey comme un succès, parce que du coup, c'est les montants qui te les fait mettre dans la catégorie succès. C'est 2 millions et 4 millions. Moi, j'avais jamais fait ça. Donc, c'est des bons montants qui nous ont permis de suivre la stratégie qui a été décidée, c'est-à-dire de faire beaucoup de développement et de cramer beaucoup d'argent pour ensuite recommencer. C'est des beaux succès qui s'appuyaient sur des succès commerciaux, sur des clients qui nous comparaient à la concurrence. On a un concurrent principal qui s'appelle Otari. Et nous, on est plutôt challenger. Et on voit... Alors, ils sont très très forts sur l'UI, l'UX, un peu meilleurs que nous. Mais on les a grignotés sur toutes les fonctionnalités. Et on a aussi des fonctionnalités à nous propres qu'ils n'ont pas du tout. Surtout des fonctionnalités très technico-fonctionnelles. Sur le métier, on est vraiment allé très loin. Donc, ces levées de fonds se sont appuyées sur le produit, sur une analyse du produit vraiment objective. Et donc, c'est des francs succès pour moi. Ok. Est-ce qu'il y a des gadins, des erreurs, des apprentissages? Presque plus. Des gadins. Par exemple, moi, le management, je l'ai découvert. Alors, quand j'étais freelance, j'avais des stagiaires. Mais c'était à chaque fois 1 ou 2 en même temps. Et puis, je leur disais ce qu'il fallait faire, ils exécutaient, quoi. Ils étaient là, ils étaient très sympas, etc. Mais c'était des stagiaires et
C'est pas pareil que des profils juniors ou que des profils seniors. Donc moi, le management, je l'ai découvert chez Edu. Donc j'ai fait plein d'erreurs de management. Il y a déjà plein d'erreurs de recrutement, plein d'erreurs de management, des gens avec qui je ne savais pas comment me comporter. Une erreur de management, ça commence par le recrutement. Ça commence par le recrutement. Rater un recrutement. Ouais. Alors ce que j'ai mis en place ensuite et qui marchait bien pour le coup, et que ça que j'ai toujours gardé, c'est une journée découverte pour les personnes recrutées. Payées, bien sûr, mais une journée en presta. Donc tu recrutes un dev, bah, tu lui fais travailler sur des vraies problématiques avec la vraie équipe. Dans l'équipe, en fait, tu le fais travailler en presta, payé son TJM. Il travaille vraiment dans l'équipe et il se confronte vraiment au problème. Donc déjà, il faut qu'il monte son environnement. Donc là, tu peux observer comment il monte son environnement, les questions qu'il pose, est-ce qu'il pose beaucoup de questions ou pas, etc. Et puis, c'est intéressant aussi pour le développeur de rencontrer les autres membres de l'équipe et de se faire une idée sur où il met les pieds. Et pas découvrir. En une journée, tu arrives à onboarder quelqu'un et lui faire des trucs. J'imagine il y a une organisation un peu précise de. Ouais, je passais beaucoup de temps avec eux. Il y a souvent, on faisait un mix matin, après-midi. Il y a un développeur aussi, souvent le plus senior, qui passe du temps avec lui. Évidemment, 2 jours, 3 jours, ce serait mieux. Mais après, il y a des limites qui font que c'est pas toujours possible. Il y a des gens moi, par exemple, si quelqu'un veut me recruter en CTO, moi, je suis carrément pour passer une semaine, en fait. Une semaine en presta. Et comme ça, les gens peuvent voir... Est-ce que ça s'apparente pas à une période d'essai, en fait, ça ? Ouais, c'est vrai. Mais... bon, après, dans la manière de le dire, il y a un gut feeling à 24 heures ou à une semaine. Enfin, tu sais que il y a un vrai gut feeling tôt, quoi. Et puis souvent, c'est un peu déchirant d'arrêter quelqu'un dans une période d'essai, en fait. C'est très désagréable. C'est très désagréable pour lui, tout le monde. Surtout si tu l'as débauché. C'est très désagréable dans tous les cas. Ça aussi, ça nous est déjà arrivé. Je préfère éviter. Après, parfois, tu es obligé. Hein. Mais je préfère éviter. Et puis, à contrario, il y a des gens qui se révèlent après la période d'essai. Il n'y a pas de... De toute façon, je pense que tu le sais, il n'y a pas de... C'est une science molle. Voilà, c'est une science molle. C'est impossible d'être 100% sûr. Et alors, du coup, est-ce que tu as des candidats à qui tu disais... bon, bah moi, dans notre process, tu viens une journée chez nous... bon, tu seras payé tant, et il y en a qui te disaient non, ou ça t'arrivait de dire non, mais ça va, c'est un peu long votre truc ou... C'est arrivé, mais c'était très rare. Ouais. Dans l'ensemble, c'était plutôt bien accueilli. Dans l'ensemble, c'était bien accueilli. Ils étaient plutôt contents de faire ça. De l'originalité de la proposition, parce que c'est assez original. Et puis, tu sais où tu mets les pieds à la fin, quoi. Exactement, ouais. Ok. Et du coup, tu as observé sur... C'est quand que tu mets ça en place ? Ça, c'est chez Edu. Je crois que c'est pas une idée de moi, c'est une idée des développeurs. C'est assez tôt que tu le mets en place ? C'est assez tôt que je le mets en place, ouais. Et tu poursuis chez Gridkey, ça ? Carrément, ouais. Je l'ai fait chez Gridkey. Ok, t'as pas pu observer statistiquement un taux d'échec-succès différent entre l'avant et l'après ? Plus ça va, plus mon taux de succès augmente. Ouais. Mais c'est parce que aussi je fais pas les recrutements tout seul. Je fais les recrutements avec des devs qui font la partie tests techniques, qui sont pas vraiment des tests techniques en fait, c'est des prétextes pour discuter. Et même même parfois avec une troisième personne. Et si on est tous les 3 alignés, on y va. S'il y en a un qui dit non, on n'y va pas. J'ai eu très peur d'ailleurs une fois avec un dev qui me suit depuis longtemps, Evgeny, que je voulais absolument recruter. J'avais très peur que les autres me disent non, mais finalement ils m'ont dit oui. Mais
Mais parfois, ça marche pas, tout simplement parce que les gens aussi changent au cours du temps. Donc il y a des choses qui sont de toute façon pas détectables. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Bon, là, c'était une erreur / solution. Il y a d'autres erreurs, Gadin, que Les erreurs chez Edu, c'est des erreurs stratégiques. Parce qu'en fait, l'idée, elle était pas mal, mais c'est pas non plus l'idée du siècle. Et déjà, ça, c'est un point. Tu parles de quoi? De l'idée l'idée produit Ouais, le produit était je trouve un peu faible. À l'époque, je pensais pas. Évidemment, je trouvais ça super. Mais quand je me retourne sur cette époque, je me dis le produit n'était pas non plus excellent. Et il vaut mieux aller dans des... Tu veux dire le produit ou le marché pour le produit? Non, le produit vraiment. D'accord. Premièrement, et puis en plus, on était dépendant de l'événementiel et après dépendant d'Instagram. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied d'être dépendant d'acteurs en fait qui font ce qu'ils veulent. Il n'y avait pas d'autres acteurs sur lesquels Ouais, en fait, c'était vraiment un Instagram dépendant. Si, il y avait Twitter, mais pour les photos, c'est Instagram en fait. Ok. Et donc, maintenant, je sais, il faut essayer de ne pas être indépendant. Après, quand j'étais chez SmartTab, donc c'est ce que j'ai fait pendant 1 an entre Edu et Gridkey, c'était beaucoup plus puissant stratégiquement. Ça n'a pas marché parce que c'était trop gros en fait pour les épaules des équipes qui étaient en place, mais c'était une vraiment très très bonne idée. Et après, chez Gridkey, là, j'avais vraiment fait mes calculs. L'idée est excellente, je pense toujours qu'elle est excellente. En plus, on a été vraiment profondément dans le métier, donc il y a vraiment tous les outils qui sont nécessaires. Et là, alors chez Edu, dans les Gadins aussi, ça a vraiment été un deuil la fin. C'était très dur psychologiquement d'accepter, d'arrêter, parce qu'on s'est vraiment marré. Il y a des années, on s'est vraiment marré, on s'est vraiment amusé. Et ça a été très dur de tourner la page. J'ai mis plus d'1 an à tourner la page. T'as pas pris de respiration entre... Non, j'ai pas pris de respiration parce qu'il y a Godefroy, qui était le directeur de SmartTab, qui me faisait des appels du pied depuis un moment en fait. Moi, j'avais travaillé avec lui à l'époque de Luxe Résidence et j'avais beaucoup apprécié de travailler avec lui. Donc t'as enchaîné alors que dans la tête, c'était dur quoi. Ouais, c'était très dur. Ouais. C'était très dur parce que je quittais une boîte que j'avais, ma première boîte, c'est mon bébé. C'était un bébé qu'on avait fait avec nos associés. C'est presque ça. Hein. Et, tu parles de deuil, c'est un mot fort. C'est un déchirement, c'est un deuil. Ouais. Et j'ai mis 1 an à tourner la page. Je pense que maintenant, j'ai un peu plus l'habitude et tu le vis pas pareil là en fait. Non, je le vis pas pareil. Déjà parce que j'ai pris du recul en fait. Ouais. Et puis parce que la boîte continue en fait, Gridkey ça continue donc. Non seulement la boîte continue, mais tous les devs avec qui j'ai travaillé, on monte le collectif. Donc ils sont à mi-temps en gros chez Gridkey et l'autre mi-temps, on travaille sur un collectif. Donc en fait, ça s'est pas arrêté. Ok, bon, ça aide. ça aide pas mal. Mais voilà, les Gadins, c'était de mal analyser ces trucs-là. Après, franchement, chez Gridkey, il n'y a pas vraiment de Gadins. Après, il y a beaucoup de devs qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, des gros trucs qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire. Mais c'est pas vraiment des Gadins, c'est des erreurs qu'on fera moins. On développe une feature, mais le ROI, on l'a pas trop calculé. Quoi. Exactement. C'est exactement ça. Donc le ROI, il faut vraiment le calculer, il faut être pointilleux, il faut bien choisir. Mais ça, c'est pas des gadins, c'est des erreurs en fait, que tout le monde fait. Et à la limite, c'est assez facile maintenant de faire attention. L'équipe tech, je pense, a une responsabilité, c'est de prendre plus de pouvoir. Disons que les équipes business sont très convaincantes pour faire passer des choses. Et de ce que j'ai vu, mais les équipes tech se placent souvent comme exécutants
où ils rallouillent un peu, mais en fait, ils sont contents de montrer qu'ils arrivent à faire. Mais non, en fait, les équipes tech, elles doivent se mettre au niveau des équipes business, et c'est un dialogue d'égal à égal. C'est quelque chose que toi, tu as insufflé dans les équipes, ou c'est justement quelque chose qui n'était pas assez insufflé? C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi, parce que j'aime bien être en deuxième ligne, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que une équipe tech solidaire doit pas être en deuxième ligne, doit être en première ligne, doit s'intéresser à tout, doit s'intéresser au business. Tu vois, chez Edu, par exemple, je pense que je ne me suis pas assez intéressé au produit. Chez Greatky, je ne me suis pas assez intéressé au business. À mon avis, je n'aurais pas eu gain de cause. Je n'aurais pas réussi à dire, en fait, tout l'argent qu'on a levé, on le garde le plus longtemps possible et on essaie dès maintenant d'être rentable. Ce qui aurait été plus ma stratégie, moi, naturellement. Avec ton aversion au risque un peu plus limitée, quoi. Je ne pense pas que j'aurais eu être gain de cause. Le match, je n'aurais pas remporté le match. Au moins, j'aurais exprimé cet avis à un moment donné. Et en fait, j'ai découvert assez tard qu'il y avait pas mal d'investisseurs qui étaient sur cette même ligne, qu'on aurait pu s'associer plutôt qu'à la fin, un peu en catastrophe, faire les choses. Bref. Donc je pense que l'équipe tech doit se mettre au même niveau et doit s'intéresser aussi au business. Donc ça, c'est une erreur que je ne ferai pas la prochaine fois. Je m'intéresserai au produit, leçon de Edu. Je m'intéresserai énormément au business, leçon de Greatky. Ok, et en disant, voilà, là... en fait, l'équipe tech doit s'intéresser à tout. Ils doivent être partout, RH, marketing. Dans une boîte qui fait un produit SaaS, pour le coup, effectivement. Ouais. En fait, les techs, c'est des gens formés, c'est des bac plus 5, c'est des ingénieurs. Donc, ils ont toutes les capacités de s'investir dans toutes les parties de la boîte. Et ça, ils n'en ont pas toujours conscience. Et c'est important de leur dire. Et alors, du coup, là, tu donnes quelques finalement, c'est un peu un Rex c'est un post-mortem de tes différentes expériences de fondateur, cofondateur. Si tu t'adresses là à des futurs start-upers ou des gens qui ont envie d'entreprendre, il y a d'autres conseils que tu leur donnes? Ouais, carrément, les start-upers, souvent, ils veulent un CTO ou un dev. Moi, je pense qu'il faut pas, surtout avec les plateformes aujourd'hui et comment ça s'est bien organisé, je pense qu'il faut commencer par travailler avec un collectif. Parce qu'un collectif, c'est plusieurs sensibilités, plusieurs personnes et c'est une intelligence collective. Tu ne peux pas recruter un mouton à 5 pattes. Par contre, dans un collectif, tu as le mouton à 5 pattes. Et ensuite, l'intensité de travail du collectif, elle se décide entre le start-upper et le collectif. Si, suivant le budget, le start-upper peut dire en fait, vous travaillez pour 5 jours par semaine. Et si vous êtes 10, vous ne travaillez pas 50 jours par semaine. Et donc, le collectif va être suffisamment intelligent pour faire travailler les bonnes personnes au bon moment, pour faire travailler le designer au bon moment. C'est ça l'ambition l'une des ambitions ou des réflexions du collectif que tu... Overskill, c'est ça. C'est s'adresser soit à du early stage, soit sur des problématiques très très compliquées, parce que comme on est des seniors et qu'on aime bien attaquer des problématiques complexes, on voudrait pouvoir faire... En tout cas, on se propose sur les deux thématiques. Ok, donc toi, tu arrives, un fondateur, un start-upper arrive, il évoque la problématique globale et tu lui dis, ok... On lui fait son planning, on lui met les gens au bon moment, au bon endroit, avec la bonne compétence. Et c'est comme si en fait, il s'adressait à un super tech qui avait toutes les compétences, mais en fait, c'est juste une façade, mais derrière, c'est différentes personnes qui travaillent. Et en plus, comme on a une super entente, souvent on dit qu'on est télépathe parce qu'on perd très peu de temps en communication. On a mis en place des automatismes qui fait qu'on travaille très bien ensemble, on s'entend. En fait, parce que quand tu travailles avec plusieurs personnes, tu gaspilles un peu de temps en communication. Mais nous, on a vraiment réduit ce temps. Donc il y a tous les avantages en fait. Et alors du coup, souvent en start-up,
Il y a une volonté d'avoir toutes les compétences en interne, ce qui est des fois un peu étonnante parce que justement ça fait quand même beaucoup de coûts fixes sur des boîtes qui n'ont pas forcément beaucoup de rentrée d'argent. C'est pas une difficulté sur ce marché? Enfin, Je pense que c'est. Je pense qu'ils ont raison, mais souvent au moment startup, c'est trop tôt en fait. C'est pas des questions à se poser à ce moment-là. Ok. D'autres conseils que tu de ton Rex? Donc ça c'est collectif. Après il y a plusieurs plateformes. La plateforme sur laquelle on est, nous, c'est Collective Work. Après il y a un moment où la boîte veut peut-être pouvoir avoir un CTO. Et là encore, il faut essayer les CTO. Donc, il y a une autre plateforme qui s'appelle CoCTO, dans laquelle je suis aussi. Donc, il y en a plein. Je ne sais pas combien il y a de CTO, mais ça permet d'avoir des CTO à temps partiel et des CTO qui répondent vraiment à la problématique de la boîte au moment où elle en est. Et ça permet d'acheter du temps CTO, 1 jour, 2 jours, 3 jours, en fonction des problématiques. Ensuite, éventuellement, s'il y a un bon fit, mais c'est aussi pareil pour les collectifs. Des gens peuvent s'intégrer à la boîte, il y a pas de problème. Il y a ça, et puis il y a plus un conseil pour les investisseurs dans les boîtes. Je les vois assez peu le faire en fait. Souvent, ils s'adressent au CEO. Mais le CEO, il leur dit ce qu'ils veulent entendre. En fait, les CEO, c'est des communicants. Les CTO, c'est rarement des communicants. Et donc, c'est vachement bien les non-communicants, parce que vous avez vraiment la vraie information, en fait. Et donc, moi, ce que j'invite les investisseurs à faire, c'est de parler au CEO, bien sûr, mais aussi de parler au CTO, pour avoir vraiment des informations quand tu as levé des fonds secrètes. Quand tu as levé des fonds chez Gridkey, toi, t'as pas, les investisseurs, ils sont pas venus te voir? Non, j'étais très content. Qui viennent pas te voir? Ouais, parce que j'avais du boulot, quoi. Mais puis Mathieu, il est vraiment excellent là-dedans, donc il faisait le job. Et même moi, il me posait assez peu de questions. Je trouvais ça assez extraordinaire, mais je pense que donc lui, il a bien joué ses parties, mais je pense que les investisseurs ont avec le CTO en fait un œil de Moscou à l'intérieur. En fait. Un canal d'information vraiment l'utiliser, différent, quoi. Ouais. Ok. Quelques grands apprentissages en dehors de Rex Startup, management, autres, des leçons de vie. Ouais, alors c'est un peu en mode Yoda, mais de ton ego, tu te déferas. Non, c'est un peu des leçons aussi de comment se comporter dans la vie, en fait, pas que en tant que CTO. Se défaire de son ego, ça permet aux gens de discuter de manière beaucoup plus ouverte dans une équipe. Être concrètement authentique, donc parler aussi bien des échecs et des réussites, célébrer les réussites, ça faut le faire, il ne faut pas parler que des échecs, mais les échecs ça apporte vachement d'informations et on n'est jamais condamné à l'échec, ça permet de faire d'autres choses. Quand tu dis il faut se défaire de son ego, tu parles de quoi, pourquoi, dans quel but? Par exemple, moi je sais que je suis pas le meilleur techos de la boîte, mais il y a des moments où j'avais peur de cette situation-là, parce que le roi est nu, tu as peur de montrer tes failles en fait. Et c'est une illusion, parce que de toute façon déjà les gens ils le voient. Et en fait c'est pas le rôle du CTO d'être le meilleur, même au tout début. Le rôle du CTO, c'est déjà de recruter des gens qui sont meilleurs que lui. C'est beaucoup plus intéressant. Et ensuite, c'est les gens que tu as recrutés qui te disent ce qu'il faut faire. Il y a un dialogue qui se fait, mais tu peux apporter un peu d'expérience. Mais sur 20 problématiques qu'on a eues chez Gridkey, 18 fois, c'était les développeurs qui avaient une meilleure idée que la mienne. Et donc, si tu es dans le contrôle et si tu es en train de te dire faut que je représente la partie technique, tu peux pas arriver à faire ça.
Tu peux pas les laisser décider, même quand toi, tu n'es pas d'accord, les laisser décider. Et donc, c'est vraiment... Voilà, Oui, l'ego est l'ennemi de la bonne décision, quoi. Ouais, je pense. Et c'est vraiment en étant humble, et en se mettant à un niveau en dessous des développeurs, que en fait, tu arrives à vraiment faire en sorte que l'équipe prenne les bonnes décisions et que le produit aille dans le bon sens. Et c'est ça en fait qu'on attend d'un CTO finalement. C'est pas qu'il soit le meilleur tech. Voilà, donc montrer ses failles, c'est un peu dans le même esprit, mais les nouvelles générations sont, je trouve, vachement là-dedans, dans la simplicité. Dans le fait de dire je suis pas parfait, je sais faire ça je sais pas le faire, j'ai envie d'apprendre, etc. Donc ça, c'est les nouvelles générations qui nous disent, nous, aux anciens, comment se comporter. Et il faut vachement voir comment ils agissent ça. et les écouter, ouais. Les apprentissages, s'appuyer sur l'intelligence collective, ça c'est... moi, c'est ce que j'ai fait chez Gridkey, ça a super bien marché, ça détend tout le monde. Les gens sont force de proposition, ils osent des choses, alors que si tu parles en premier, ils vont dire « Ah ouais, le CTO il a dit ça », même s'ils n'étaient pas d'accord avant. Alors, s'appuyer sur l'intelligence collective, ouais, ça se matérialise comme dans quoi? Dans quel bon, donc effectivement en réunion, tu parles en dernier, par exemple. Par exemple. C'est l'équipe qui participe et décide à un recrutement. Exactement. Tu penses à quoi d'autre? On fait des tours de table, on fait beaucoup d'ateliers. Beaucoup d'ateliers où un développeur expose le problème et on réfléchit ensemble à la solution. Et en fait, les gens adorent en plus faire ça. C'est-à-dire que non seulement en plus en télétravail, ils passent un bon moment, ils ont l'impression d'être proches les uns des autres. Ils ne sont pas là sur leur ordinateur, parce qu'il y a ça aussi souvent en télétravail, on a tendance à être vraiment dans le boulot et à négliger un peu la machine à café. Donc là, ça refait un peu de la machine à café. On discute d'une manière plus informelle d'un problème, chacun donne son idée. Et chacun apporte sa sensibilité ou des expériences sont vécues. Qui dit non, ça n'a pas marché, moi je vous raconte, voilà, on a fait ça comme ça et ça n'a pas marché. Intelligence collective, donc ça, voilà, faire participer énormément les devs, être sûr que c'est les techs qui trouvent les solutions, surtout quand tu as recruté des mecs qui étaient des garçons et des filles qui sont meilleurs que toi. Ce que j'ai observé aussi, mais c'est aussi classique, c'est que jamais j'imposais une décision. Donc, je préfère avoir une solution qui me paraissait moins bonne, mais qui a été décidée par un plus grand nombre de tech, parce que je savais que en prenant cette décision, j'avais plus d'adhésion qu'en prenant une décision qui me paraissait moi meilleure. Et en plus, deuxième acte, c'est souvent en fait ma décision, mon choix n'était pas forcément le meilleur. Ça, je le voyais après. T'as dit jamais je n'impose une... Enfin, jamais ça jamais c'est vraiment le bon mot, quoi. Ou c'est c'est un dogme, quoi. Non, c'est pas jamais, mais très rare. Très rare. Ouais, ok. 95% des cas, en fait, c'était le choix de la majorité. La démocratie. Il y a eu une ou deux fois où on perdait trop de temps sur un truc et j'ai dit non, mais en fait, non. Mais c'est resté vraiment très, très anecdotique et très, très rare. Ok. Bon, ça fait pas mal. Ouais. Après, il y a un concept que j'ai connu justement récemment, en levant un peu la tête de mon guidon, c'est le disagree and commit. Donc il y a peut-être des gens qui connaissent. Mais c'est en fait le fait de formaliser le désaccord entre les participants. Donc tu as une réunion, différents avis s'échangent, et puis il y a un avis majoritaire qui se dessine, mais il y en a un ou deux qui sont vraiment pas d'accord. Et on prend 10 minutes pour que ceux qui sont pas d'accord puissent exprimer leur désaccord, dire pourquoi ils pensent qu'on se plante, et acceptent la décision majoritaire. Et ça, je trouve ça vachement bien.
C'est pas quelque chose que j'ai mis en place, mais c'est quelque chose que je mettrai en place dans ma prochaine aventure, parce que je trouve ça hyper intéressant, le fait de formaliser et de se protéger de l'inaction, parce que ceux qui sont pas contents, ils vont être moins dans l'action. Le fait de le formaliser, je pense, ça permet de se protéger de l'inaction. Tu veux dire qu'à l'issue de la réunion, on formalise qu'on n'a pas pris ta décision, mais... Exactement, on peut l'écrire. On peut écrire, un tel et un tel. Laurent, il n'est pas d'accord, mais il est d'accord pour prendre le choix majoritaire. Il accepte le choix majoritaire. Il n'était pas d'accord, mais il accepte. D'accord, mais tu formalises qu'il y a quelqu'un qui pensait autrement. Ouais, et que c'est... Tout à fait. Le fait de l'écrire, c'est prendre en compte la pensée de l'autre, quoi, en gros. Alors, ça prend en compte la pensée de l'autre, mais aussi, on écrit aussi qu'il accepte la décision majoritaire. Et s'il n'accepte pas, on fait quoi? Non, il est obligé. On est dans une team, donc il est obligé de... Effectivement, s'il n'accepte pas, c'est un autre problème. Mais le fait déjà de le formaliser, ça permet de soulever un désaccord. Non, il est obligé d'accepter. Bon, donc du coup, tu préfères... Ça, c'est un truc, j'ai trop hâte de le mettre en place. Et par contre, tu préfères disagree and commit and action que pas d'action, quoi. L'inaction a un coût. Que de ne pas le formaliser, que ça reste un peu comme ça, en non-dit, en fait. J'aime bien le fait de le dire, en fait. Ok. Intéressant. Bon, bah écoute, ça fait pas mal. Je pense que ça fait des beaux règles, c'est pas mal de sources je pense d'inspiration pour managers ou start-upers et autres. On arrive tout doucement fin de podcast. Je vais t'amener sur quelques questions que tu connais probablement. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms? Alors, j'ai 3 surnoms. Alors, mon premier surnom, c'est Overkill, parce que souvent dans mon équipe, je leur pose une problématique, ils reviennent avec une solution, mais qui fait beaucoup trop de choses par rapport à la problématique. Donc, souvent, je leur disais non, mais ça, c'est Overkill et tout. Alors, ils se vexaient au début, et en fait, ça m'est resté comme surnom, et souvent, ils m'appellent Overkill. Le nom de ton collectif Overskill, c'est un clin d'œil? C'est un petit jeu de mots avec Overkill. Avec ton Overkill, ça nous paraissait trop négatif. Overskill, on a mis un S. Ok. Ensuite, mon autre surnom, c'est Pirate, parce que j'aime bien mettre des process en place. Mais j'aime bien dans 5% des cas, ne pas les suivre. Je trouve que suivre les process dans 100% des cas, en fait, on perd un peu du temps. Et donc, parfois, je faisais pas relire mes commits. Je les mergeais directement. Et donc, ou je faisais des actions en BDD qu'on aurait dû faire avec des migrations en code. Et donc, souvent, ils m'appelaient Karim le pirate, parce que je piratais un peu ce qu'on avait mis longuement en place pour que tout soit nickel. Après, j'ai un surnom, mais celui-là, je me le suis attribué à la boxe. C'est la rage. Et voilà, c'est un peu un surnom que je me suis attribué. C'est plus une volonté, c'est plus pour être dans la rage, parce qu'à la boxe, il faut être un peu dans la rage. Et souvent, j'avais un peu ce défaut de ne pas être assez rageux sur le ring. Donc, je me suis choisi ce nom. Ouais, je fais alors, c'est de la boxe loisir. Ouais. On n'essaye pas de mettre l'autre KO. Mais c'est quand même engagé. Et j'ai déjà fait 2 combats devant un public, etc. À Apollo Sporting Club. Donc c'est à la touche, quoi, que ça compte. C'est à la touche. Ok. Exactement. Bon, ça fait pas mal de surnoms également. Ouais. Est-ce que tu as un ou plusieurs proverbes, du coup? Alors, j'ai 3 proverbes que je trouve intéressants. Le premier... je ne vais pas citer son auteur, mais il est connu, c'est ne pas optimiser quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est vraiment un défaut qu'on a, nous, les techs, c'est d'améliorer quelque chose, mais en fait, le truc, faut le jeter. Et c'est là aussi où il faut se mettre d'égal à égal avec le business. En disant ça ne sera pas utilisé, ouais. On jette de l'argent par les fenêtres tout de suite. Ou garder des process, en fait, qu'il faut jeter, etc.
faut toujours être hyper critique là-dessus. Donc c'est Elon Musk. Je suis pas fanat d'Elon Musk, mais je trouve que sur ce petit proverbe, cette petite citation, vraiment, il faudrait l'encadrer. Et c'est plus large que l'équipe tech, en fait. C'est pour toute la boîte, en fait. Ouais. Ensuite, un qui me plaît beaucoup, c'est Winston Churchill. C'est le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est un peu ce que j'ai l'impression de faire. Et moi, je perds pas mon enthousiasme. Et, il y a des succès entre les échecs aussi. J'ai plein de réussites. Et j'augmente mon niveau de jeu, en fait. Mais en vivant plein d'échecs quand même. Mais l'important, c'est d'augmenter son niveau de jeu. C'est pas de se reposer sur l'échec. Si vous jouez au tennis, vous perdez à chaque fois, mais que vous êtes à chaque fois meilleur, c'est bon, grave. Vous êtes sur la, voilà. Okay. Vous êtes sur la bonne voie. Et après, c'est René Char qui dit impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et je trouve ça très vrai. En fait, il faut tenter plein de choses différentes, tenter sa chance. Au bout d'un moment, il y a des trucs qui tombent. La vie marche comme ça. Si vous essayez de faire un double 6 par exemple au dé, plus vous allez tirer les dés vite, plus vous allez en faire. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et je trouve ça très juste et c'est un bon guide pour avancer et pour faire des choses, quoi. Ok. Eh ben, ça fait quelques bonnes punchlines aussi. Est-ce que tu donnes un titre à cet épisode ? Titre à cet épisode, alors j'avais pensé à un titre qui était plus autour de la chance et tirer parti de la chance. Oh là là, c'est difficile. Tu veux que je te propose ouais, moi, je serais soit parti sur un truc autour de la respiration, en pleine inspiration, ou une belle respiration, ou alors sur un titre autour du Rex. Quelque chose, parce que j'ai eu l'impression que le contenu était assez Rex, finalement. Ou un Rex en pleine inspiration, quelque chose comme ça. Ou quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade. Alors ça, je trouve ça sympa, mais ça fait un titre un peu trop long. D'accord, je te laisserai voir. Ok, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose ? Ouais, il y a une question, mais alors c'est des questions à laquelle j'ai pas de réponse. Ok, c'est embêtant. Non, c'est des questions sur LinkedIn qui m'ont fait un peu marrer. Il y avait un débat tout à l'heure pour ou contre le badge Open to Work pour un CTO. Parce qu'il y a Open to Work, c'est quand tu es disponible. Ouais. Il y en a qui disent que en fait, ça fait un peu needy, un peu désespéré, et qui retournent même le badge et qui disent en fait quand tu cherches, faut pas le mettre. Quand tu as trouvé, il faut le mettre pour avoir plus de business. Alors c'est un vrai sujet parce que moi je pense qu'il faut être authentique, donc il faut mettre le badge, mais il faut quand même prévoir comment c'est perçu. Et ce serait vraiment dommage que ce soit perçu comme étant désespéré, surtout si je le garde 5 mois. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le garder et je vais faire un post pour préciser en fait pourquoi je le garde. Donc toi, tu as le badge Open to Work. J'ai le badge Open to Work. Je pense que je vais le garder, mais je pense que c'est important d'expliquer en fait. Pourquoi on se met en recherche, pourquoi on est à l'écoute. On est en recherche depuis 3 mois, 4 mois, tout à fait, ouais. Ok. Et il y a une autre question. Et un élément de réponse, c'est que ça peut aussi dépendre du contexte. Hein. C'est-à-dire que par rapport à la notion de needy, pas needy, tout ça, tu te places dans un contexte marché pénurique, le open to work, il est assailli, alors que dans un contexte détendu, le open to work est considéré comme
ni dit. Cool. Je pense que tu posais la question il y a 6 mois, tu n'avais pas les mêmes Ouais. réponses statistiquement qu'aujourd'hui, par Ouais, exemple. j'y avais pas pensé, ouais. Très juste. Ça donne pas de réponse sur ce qu'il faut Non. faire. Une autre question que je me pose souvent, c'est est-ce que la stack tech, elle est importante ou pas quand tu es CTO? Je Et m'explique. donc du coup, tu te la poses pour Ouais. le prochain challenge, prochain taf. Est-ce que j'impose une stack tech ou est-ce que je m'adapte à la stack tech de la boîte dans laquelle je vais? Normalement, je pense que le CTO, il doit être agnostique, il doit tout prendre. Il est là pour résoudre des problèmes. Le langage, PHP, machin, c'est juste un moyen de résoudre des problèmes. Mais il y a quand même un attachement qui se crée autour de techniques. GCP, c'est pas AWS, par exemple. Si tu connais bien AWS, ça te fait quand même un petit déchirement. Quand tu dois passer à GCP, tu dois tout réapprendre. Mais c'est aussi ton rôle, si GCP est mieux placé, d'utiliser GCP. Donc ça, c'est un vrai sujet et que j'ai pas encore tranché. Ça orientera ton choix peut-être. Du coup, il y a certaines opportunités qui te paraîtront moins sexy de par Mais je me le fermerai contexte technique. Je pense que je me fermerai pas de porte pour le contexte technique. Mais effectivement, ça pourrait rendre certaines stacks plus sexy que d'autres. Ok. Eh ben écoute, ça marche. Je crois on a fait à peu près le tour. Ouais, carrément. Eh ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast et d'avoir été d'avoir livré le Rex de tes expériences avec sans filtre quoi. Les succès, les gadins, les erreurs, les apprentissages. Il y avait un petit peu de tout et je pense que on peut chacun s'y retrouver dans 2-3 trucs quoi. Merci beaucoup. Cool. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.